Marie-France Daigneault-Bouchard. Je vais lire Langue et culture. Citation, la langue indienne est rarement entendue dans l'établissement. Fin de la citation. L'approche hostile adoptée par le gouvernement à l'égard des langues autochtones a maintes fois été réaffirmée au fil de ses nombreuses directives politiques. En 1883, le commissaire des Indiens, Edgar Dewdney, demande expressément au directeur du pensionnat de Battleford, Thomas Clark, d'accorder une grande attention, je cite, à transmettre des connaissances sur l'art de lire, d'écrire et de parler la langue anglaise au lieu du cri. Fin de la citation. En 1889, le sous-ministre des Affaires indiennes, Lawrence Van Cougnett, informe l'évêque Paul Durieux que dans le nouveau pensionnat de Cranbrook, en Colombie-Britannique, les conversations pendant les repas doivent, je cite, se dérouler exclusivement en anglais. Fin de la citation. Le directeur devait également déterminer une période précise pendant laquelle les langues autochtones pouvaient être parlées. En 1890, le commissaire des Indiens, Hayter Reed, présente la recommandation suivante. Je cite, « Au mieux, la langue maternelle ne doit servir que comme instrument d'enseignement et doit être abandonnée dès que possible. » Fin de la citation. L'anglais devait être la langue d'enseignement principale, je cite, « même lorsque le français est enseigné. » Le programme d'études des écoles indiennes de 1893 recommandait ce qui suit. Je cite, « Il faut faire tous les efforts possibles pour engager les élèves à parler anglais et pour leur apprendre à le comprendre. Sans cela, tout le travail de l'instituteur n'aboutira probablement à rien. » Fin de la citation. Les directeurs faisaient régulièrement rapport de leur succès relatif à la répression des langues autochtones. En 1887, le directeur E. Claude est fier de dire que ses 30 élèves du pensionnat de High River, je cite, comprennent l'anglais assez bien et bien peu d'entre eux ne peuvent pas s'exprimer dans cette langue qu'ils parlent en récréation. Je n'ai besoin de presque pas de moyens coercitifs pour les obliger à en venir là. En 1898, le directeur du pensionnat de Kamloops rapporte que l'anglais est la seule langue dont se servent les élèves en tout temps. Toujours en 1898, le directeur du pensionnat de Mission, en Colombie-Britannique, écrit « L'anglais est le langage commun aux élèves de l'école. On entend rarement les sauvages parler leur idiome dans l'institution, à l'exception cependant des nouveaux arrivés. » Le rapport de 1898 du directeur de l'école anglicane d'Onion Lake indique que l'école est l'une des quelques exceptions où l'on apprend aux enfants à, je cite, « lire et à écrire le cri et l'anglais ». Les inspecteurs considéraient comme un signe d'échec le fait que les élèves continuent de communiquer dans leur langue maternelle. Le directeur du pensionnat de Red Deer a été montré du doigt en 1903 par un inspecteur qui estimait qu'un sérieux obstacle au travail de classe et en même temps une preuve d'indiscipline est l'usage de la langue crise qui était parlée presque exclusivement. Cette politique de suppression des langues autochtones s'est poursuivie bien après le début du 20e siècle. À l'issue de sa tournée du Canada en 1935, le supérieur général des Oblats, Théodore Labouré, se dit inquiet de la sévérité avec laquelle on interdit aux Autochtones de parler leur propre langue. Selon lui, l'interdiction faite aux enfants de parler indien, même en récréation, était tellement stricte dans certaines de nos écoles que tout manquement était sévèrement puni, au point que les enfants étaient portés à considérer cela comme une faute sérieuse. Des élèves gardent de vifs souvenirs d'avoir été punis pour avoir parlé indien. Marie Angus, inscrite au pensionnat de Battleford à la fin du 19e siècle, se rappelle que les élèves surpris à parler leur langue maternelle étaient punis en se faisant couper les cheveux très courts. Je cite, « Tous les cheveux étaient coupés comme un homme. C'est ce qu'ils faisaient pour nous empêcher de parler. On avait peur de cela, de nous faire couper les cheveux. » Au pensionnat de Fraser Lake, en Colombie-Britannique, Mary Jones
affirme qu'elle ne pouvait parler sa langue maternelle qu'en chuchotant. Melvina McNabb avait 7 ans lorsqu'elle est arrivée au pensionnat de File Hills et, je cite, « ne parlait pas un mot d'anglais. Je parlais le cri et je subissais de mauvais traitements pour cela. J'étais battue et forcée d'essayer de parler anglais. » Raymond Hill, qui était élève à l'Institut Mohawk à Brantford dans les premières années du 20e siècle, affirme « J'ai perdu ma langue. Il nous menaçait de coups de courroie si on parlait notre langue. En moins d'1 an, je l'avais complètement perdue. Ils ont dit qu'ils croyaient qu'on parlait dans leur dos. » Malgré cela, les élèves continuaient de parler leur langue en secret. Mary Englund se rappelle que même si les langues autochtones étaient interdites au pensionnat de Mission au début du 20e siècle, les enfants les parlaient tout de même entre eux. Clyde Peters, quant à lui, affirme avoir arrêté de parler sa langue maternelle à l'école Mount Elgin après avoir appris que les élèves étaient punis s'ils étaient surpris à le faire. Je cite, « Je n'ai jamais été frappé pour cela, mais j'avais reçu suffisamment d'avertissements pour que j'évite de le faire. » Malgré cela, lui et ses amis se parlaient dans leur langue maternelle lorsqu'ils croyaient que personne d'autre ne pouvait les entendre. Je cite, « Le soir, lorsqu'on montait dans les dortoirs, j'avais un ami de Sarnia avec qui je pouvais parler. » Bon nombre d'élèves à leur arrivée au pensionnat parlaient couramment leur langue maternelle, mais comprenaient peu ou pas le français ou l'anglais, une tendance qui s'est poursuivie bien après le début de la période de l'après-guerre. Pour ces enfants, les premiers mois au pensionnat étaient déstabilisants et effrayants. Arthur McKay est arrivé au pensionnat de Sandy Bay, au Manitoba, au début des années 1940, sans aucune connaissance de l'anglais. Ils m'ont dit de ne pas parler ma langue et tout, donc je faisais semblant de dormir à mon pupitre pour éviter qu'ils me posent des questions. Peter Nakoji se rappelle avoir été puni pour avoir écrit en syllabes cris dans son cahier de notes au pensionnat de Fort Albany, en Ontario. Mika Alivaktuk est arrivée au pensionnat de Pangnirtung, dans ce qui est aujourd'hui le Nunavut, sans aucune connaissance de l'anglais. N'ayant pas obéi à une directive parce qu'elle ne l'avait pas comprise, elle a été frappée sur les mains. C'est ainsi que mon éducation a commencé. Lors de son premier jour de classe au pensionnat de Pangnirtung, l'enseignant a entendu Sam Kautenuk parler à un ami en Inuktitut. Je cite, « Il a pris une règle, m'a attrapé la tête comme cela, puis il m'a frappé sur la bouche avec la règle 4 fois. » Au pensionnat de Capel, au milieu des années 1960, Greg Ranville affirme avoir été puni parce qu'il avait enfreint les directives données dans une langue qu'il ne comprenait pas. Je cite, « Les sœurs se fâchaient après nous lorsqu'elles nous parlaient en français ou en anglais, mais on ne comprenait pas ce qu'elles disaient. Elles nous tiraient par l'oreille. » Au pensionnat de Shubenacadie, une employée surprenant William Herney en train de parler le Micmac avec son frère l'a attaché et lui a lavé la bouche avec du savon. Alphonsine McNeely a subi la même punition à l'école catholique romaine d'Aklavik dans les années 1940. Pierrette Benjamin affirme qu'elle a été forcée de manger du savon au pensionnat de Latuc. La directrice, elle me l'a mis dans la bouche et a dit « Mange-le, mange-le ». La politique linguistique a désuni les familles. Lorsque John Kistabiche a quitté le pensionnat d'Amos au Québec, il ne savait plus parler algonquin et ses parents ne parlaient pas français, la langue qui lui avait été enseignée à l'école. Cela en fait en sorte qu'il lui a été pratiquement impossible de leur parler des abus qu'il avait subis à l'école. Je cite, « J'ai essayé de parler avec mes parents, puis non, ça marchait pas. On était bien pareil parce que je savais bien que c'était mes parents quand je suis sortie du pensionnat. Mais communication n'était pas là. » La culture a été aussi pourfendue que la langue. Dans ses mémoires, le chef de la bande Stoney, John Snow, relate qu'au pensionnat de Morley, en Alberta, je cite, «
on ne retrouvait absolument rien de nous ou de notre culture dans l'éducation que l'on recevait. Au contraire, la culture de la bande Stoney était condamnée explicitement et implicitement. Ils se rappellent que l'éducation qu'ils recevaient leur enseignait que les seules bonnes personnes sur la terre étaient les non-indiens et surtout les chrétiens blancs. Andrew Bull Calf se souvient que les élèves du pensionnat de Cardston en Alberta étaient non seulement punis lorsqu'ils parlaient leur propre langue, mais qu'on les dissuadait notamment de participer à des activités culturelles traditionnelles. Evelyn Kellman se rappelle que le directeur du pensionnat de Brockett en Alberta avertissait les élèves que s'ils assistaient à une danse du soleil pendant l'été, ils seraient fouettés à leur retour à l'école. Marilyn Buffalo se rappelle que le personnel du pensionnat d'Obema en Alberta lui disait que la danse du soleil était un culte du diable. Une année en particulier, Sarah McLeod est retournée au pensionnat de Kamloops avec un mât totémique miniature qu'un membre de sa famille lui avait donné pour son anniversaire. Lorsqu'elle l'a fièrement montré à l'une des religieuses, il lui a été enlevé et a été jeté, et on lui a dit que ce n'était rien de plus qu'un objet du diable. Certains responsables des pensionnats ne limitaient pas leur hostilité envers la culture autochtone à la salle de classe. En 1942, John House, directeur du pensionnat de Gleichen en Alberta, participe à une campagne visant la destitution de 2 chefs de la bande des Pieds Noirs, en partie parce qu'ils appuyaient les cérémonies de danse traditionnelles. En 1943, F.E. Enfield, directeur du pensionnat d'Allert Bay en Colombie-Britannique, écrit une lettre pour encourager d'anciens élèves à ne pas prendre part aux potlatchs locaux, laissant entendre que ce genre de cérémonie reposait sur des superstitions dépassées et entraînait l'appauvrissement et la négligence familiale. Même lorsque le programme pédagogique ne dénigrait pas ouvertement la culture autochtone, il méprisait l'identité autochtone. Thady André, qui fréquentait le pensionnat de Sept-Îles au Québec dans les années 1950, se rappelle à quel point il souhaitait, pendant ces années, je cite, « devenir comme un Blanc, puis entre-temps, on essaie par tous les moyens de t'enlever ce que tu es en tant qu'Innu. Quand tu es jeune, tu t'en aperçois pas de ce que tu perds en tant que personne. » Ce n'est que dans les années 1960 que les attitudes ont commencé à changer au sujet de la place que devait avoir la langue et la culture autochtone dans les pensionnats. Alex Alikashouak se rappelle qu'au pensionnat de Churchill, pendant les années 1960, il n'y avait aucune restriction quant à l'utilisation des langues autochtones et affirme « On parlait anglais seulement dans la salle de classe ou lorsqu'on parlait à un membre du personnel ou à une personne de la ville qui n'était pas inuit. Le reste du temps, tout le monde parlait notre langue. » Le Conseil canadien du bien-être, dans son rapport de 1967 sur 9 pensionnats de la Saskatchewan, fait état, je cite, d'une attention particulière accordée au lien entre le contenu des cours et la culture indienne, qualifiée d'imaginative et d'indicatrice des progrès réalisés pour faire de l'expérience éducative une expérience significative pour l'enfant indien. En 1968, par exemple, l'École catholique romaine de Cardston incorporait les Pieds Noirs dans le programme pédagogique. Dans certains pensionnats, on faisait appel à des enseignants autochtones pour enseigner la danse et le chant. Cela dit, il y avait encore en 1969-70 seulement 7 pensionnats des affaires indiennes qui offraient des cours dans les langues autochtones ou utilisaient les langues autochtones comme langue d'enseignement. En dépit des encouragements offerts dans certains pensionnats et des efforts des élèves pour préserver leur langue, l'impact global a été une perte de la langue. Au sujet de ses expériences au pensionnat baptiste à Whitehorse et au pensionnat anglican à Carcross, Rose Dorothy Charlie affirme « Ils m'ont pris ma langue, ils me l'ont enlevée de la bouche. Je ne l'ai plus jamais parlé par la suite. » Dans certains cas, l'expérience du pensionnat a incité les parents à décider de ne pas enseigner une langue autochtone à leurs enfants. Les 2 parents de Jolene Husky avaient fréquenté un pensionnat dans les territoires du Nord-Ouest, une expérience qui les a incités à élever leur fille dans la langue anglaise.
Lorsque Bruce Dumont a été envoyé au pensionnat d'Onion Lake en Saskatchewan, sa mère l'a averti d'éviter de parler le cri.